Donc, on commence avec Sébastien Laverne, donc directeur de recherche au CNRS et au LECA à Grenoble, et Brad Carlson. On triche un peu avec Brad parce qu'il est guide haute montagne à la compagnie des guides de Chamonix, mais comme beaucoup de gens savent, il est aussi un éminent chercheur. Donc, bon, on commence dans le confort avec ces deux-là sur donc la trajectoire floristique des Nunatak du Mont Blanc du 19e siècle à aujourd'hui, et quelques questions émergentes sur les écosystèmes de haute montagne. Moi, je travaille avec eux, donc je suis parti pris. Donc, Bon, merci Loïc pour l'intro et puis bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas encore vu croiser ce matin. Donc, moi c'est Brad Carlson, je suis écologue au CREA Mont Blanc, donc aussi à Anne Lestrade, la fondatrice et directrice qui est là. Et j'ai le plaisir de présenter quelques travaux qu'on a menés, partagés avec Cédric. Du Parc des Écrins avec Nicolas Bartolucci qui était associé au LECA et puis également Arthur qui est là ce matin qui a travaillé avec nous sur le volet plus analyse des données. Donc voilà, on peut commencer. C'est toi Mathilde qui… Si ça vous gêne pas, c'est peut-être plus simple, je pense que je passe. Oui, très bien. Super. Donc le premier point sur lequel je vais insister, c'est que même si maintenant, ça pense à Chamonix, au massif du Mont Blanc, comme un haut lieu pour l'étude des glaciers, des parois, etc. Il y a une vraie tradition de l'étude du vivant dans le massif du Mont Blanc, qui a démarré notamment avec peut-être une des premières collaborations connues entre un sociopro, 18 sociopros d'ailleurs, des 18 guides de Horace Bénédicte de Saussure et lui-même en tant que scientifique, lorsqu'ils ont gravi le Mont Blanc en 1787. Et donc, c'était à la redescente du sommet, on voit le sommet du Mont Blanc qui est là, qu'ils ont bivouaqué une troisième fois à ce Nunatak, ce rocher émergé que Saussure a appelé le rocher de l'heureux-retour. Et en fait, lors de ce bivouac, il s'est retourné la tête et puis il a remarqué la silène à col à côté de lui. Et donc, il s'agit tout simplement d'une des premières observations connues d'une plante en haute montagne. Et moi, ce qui m'impressionne aussi davantage, c'est que cette plante a pu persévérer dans ce contexte, même pendant le petit âge glaciaire, donc une période particulièrement froide et enneigée. Et donc, voilà, on part de là et puis on passe à un autre personnage sur lequel on va baser notre étude que je vais vous présenter, qui est moins connu, qui s'appelle donc Vénance Payot, un guide chamoniard, aussi botaniste, naturaliste, qui passait son temps libre à arpenter le massif du Mont Blanc, à observer l'ensemble des plantes, aussi des mousses, mais ce qui nous intéresse en particulier, c'est les plantes qu'il a pu trouver sur ce il appelait les îlots de la mer de glace. Donc, c'est Nunatak, ces zones émergées des glaciers. Et donc, il a même fait des publications alors qu'il était autodidacte. Il n'était pas reconnu par l'Académie des sciences. Il était un peu dans son coin, mais quand même reconnu par des botanistes anglais, italiens qui fréquentaient. Et donc, Cédric a défriché ses publications sur la flore de ces îlots du massif du Mont Blanc, avec des listes exhaustives des plantes vasculaires qu'il a pu trouver à ces endroits. Il avait gardé aussi des herbiers. Donc, c'était une vraie découverte, une sorte de trésor défriché dans l'histoire de la botanique et qui nous a permis, nous, de revenir avec cette équipe que je viens de décrire pour justement voir les évolutions au niveau de la flore sur ces sites de haute montagne depuis le petit âge glaciaire, le milieu du 19e siècle. Prochaine. Donc, quand je dis, je parle de îlots, en fait, ça, c'est l'exemple très emblématique du jardin de Talef, pour ceux qui connaissent. Donc, entouré par le glacier de Talef, avec aussi le site du Coubercle, où il y a le refuge aujourd'hui, par l'époque de cette gravure. Donc, il s'agit bien de ces zones bien délimitées par l'extension des glaciers, avec déjà, au 19e siècle, une flore bien établie, bien présente,
sur ce site qui est resté libre des glaces pendant les siècles du petit âge glaciaire, et même avant, bien avant. Et donc ensuite, suivante. Donc Payot, il a visité le jardin d'Alef qu'on voit ici, Coubercle qu'on voit ici, aussi l'Échaud pour ceux qui connaissent, plus vers la droite de l'image. Je vais vous montrer la carte après. Aussi un site qui s'appelle le Tacul. Les Grands Mulets, sous le Mont Blanc, à 3050 mètres. Et puis, on pouvait pas s'empêcher d'aussi retourner sur les pas de Saussure et d'aller à ce rocher d'or autour à 3500 mètres d'altitude pour voir si la silène qu'il a remarqué, qu'il a noté, était toujours là. Donc ça, c'est juste pour vous donner une petite idée de l'ambiance glaciaire de ces sites de l'époque, ici à la mer des Glaces, ici en allant vers les Grands Mulets, qui se trouvent ici. Voilà, évidemment, tout cela a bien changé depuis, mais la question se pose, qu'en est-il pour la flore? Et aussi pour le contexte, j'ai oublié de dire au début, Sébastien, avec qui je co-présente aujourd'hui, il a aussi présenté ses travaux un peu à chaud il y a 2 ans. Et là, aujourd'hui, je présente un peu l'aspect, ses travaux finalisés. Voilà, donc peut-être qu'il y a certains qui ont déjà vu ces résultats, mais on continue. Donc, ce qui tombe à pic, c'est que les observations de Payot ont été faites à peu près au début de ce qu'on appelle l'Anthropocène, en tout cas une définition du début de l'Anthropocène, donc le milieu du 19e siècle, à partir duquel les températures ont commencé à fortement augmenter. On est avec l'activité industrielle, bien sûr. Et donc, notre période d'étude correspond bien à cette fenêtre très forte, très marquée de réchauffement, avec, on est à plus 1,2 à peu près pour les régions terrestres du globe, de l'hémisphère du Nord. Et donc, on sait maintenant qu'on peut appliquer nos petits coefficients 3,2 pour ces régions, nos régions de montagne. Donc, la question est comment ce réchauffement a pu, si tu passes à la suite, a pu impacter la flore de ces différents sites assez emblématiques, il faut le dire, de haute montagne, dans le massif du Mont Blanc. Donc, ça, c'est quelques photos du terrain qu'on a fait dans l'été 2020, avec une ambiance un petit peu, on va dire, historique, qui se rapprochait au 19e siècle parce qu'il n'y avait pas de remontée mécanique qui tournait, pas de refuge ouvert. Et donc, et le massif était assez désert. Donc, on avait un peu l'impression d'être sur les pas de ces botanistes pionniers, avec voilà des photos des différents sites, avec les Grands Mulets ici, le Tacul ici, Talef, l'Échaud, Coubercle et en face, c'est pas marqué, mais le rocher de l'Oro autour. Donc, on a fait 6 jours de terrain en tout, il me semble. Et puis, je vais vous décrire la démarche plus précise, méthodologique. Donc, ça, c'est la localisation des différents îlots autour de la mer des Glaces, ici. Vous voyez qu'il y a les 4 autour de la mer des Glaces que Payot a visité, puis 2 autres plus vers les Grands Mulets, plus haute altitude. Et puis, nous, ce qu'on a fait comme démarche, c'était de se baser sur le contour d'extension des glaciers lors du petit âge glaciaire établi par Merly-Gardon. Et puis, on se fiait à ce périmètre pour faire l'inventaire le plus exhaustif possible des plantes qu'on a pu trouver sur ces différents îlots. Et je vais surtout vous détailler quelques résultats de la partie mer des Glaces aujourd'hui. Donc, vous le saviez déjà, mais en fait, ces sites ont été confrontés par une très forte évolution géomorphologique en termes de contexte. Donc, vous avez une gravure du site du Tacul en 1820 ici, où Payot, c'était un peu plus tard, mais il parlait de descendre du glacier pour prendre pied sur le site. Et puis, depuis, il y a un lac qui s'est formé. Enfin bref, il y a tout un tas de changements qui se sont opérés autour de cette pelouse. Et puis aujourd'hui, on voit la moraine assez effrayante que ça fait. Moi, j'ai eu je sais pas si c'est une chance, en tout cas, j'ai évité la montée escabreuse à cette moraine. J'ai pas participé à cette partie-là, mais Seb pourra en témoigner. En tout cas, nous on se pose la question de comment la flore
à évoluer sur ces sites très localisés, mais il faut garder à l'esprit que des changements très forts au niveau du contexte glaciaire, géomorphologique aussi, ont opéré pendant ces 150 ans. Donc voilà, je pourrais pas m'arrêter là, mais ça serait dommage. Le résultat de ce que ça donne. Donc ça, c'est le changement en termes de nombre d'espèces, de richesse spécifique entre le temps de Payot et 2020. Et ce qu'on voit, c'est surtout en dessous de 3000 mètres, on a une augmentation, il faut le dire, c'est pas très primaire au niveau de la diversité floristique, avec le site du Tacul aussi passé notamment de 6 à plus de 80 espèces de plantes, dont des arbustes, des espèces moins spécialisées au milieu alpin qui sont arrivées. Pour les chauds et couvercles, c'est passé du simple au double, même un peu plus pour les chauds. Et puis au-dessus de 3000 mètres, on a un ralentissement de cette dynamique avec des nombres d'espèces qui restent plutôt stables pour le TRF, par exemple, même si il y a eu un turnover, un changement, à peu près d'une vingtaine d'espèces au niveau de la composition au TRF. Et puis au Grand Mulet, on a vu une seule nouvelle espèce qui est arrivée, l'arabette des Alpes. Donc c'est assez stable au-dessus de 3000 mètres, faut le dire. Puis le retour, on a remarqué ces 3 nouvelles espèces par rapport aux observations de Saussure, il me semble, mais on pense que c'est surtout lié au fait que Saussure était sûrement un peu dans le gaz lors de son 3e bivouac et il n'était pas là pour herboriser non plus. Donc on prend un peu de recul par rapport à ce résultat-là. Et ensuite, notre résultat qui rejoint cette analyse floristique, c'est donc une analyse du verdissement faite à partir des images Landsat des années 80. Et en fait, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on observe le même patron où en dessous de 3000 mètres, qui, à la limite, se retrouve ici, on a un verdissement très fort de ces différents sites, notamment au Tacul, mais aussi pour les chauds et couverts. Puis au-delà, en fait, c'est une dynamique plus ralentie. Et donc, ça suggère pour nous que ces changements floristiques sont sûrement pas quelque chose de graduel depuis le temps de Payot, mais probablement une tendance assez stable et puis avec une nette accélération ces dernières années. En lien avec le réchauffement, bien sûr, qui est aussi accéléré. Donc, je vais vous citer quelques exemples de ce qu'on appelle les grandes gagnantes de la mer de glace, les plantes qui ont colonisé entre 3 et 4 îlots pendant cette période d'études. Et la myrtille est sans doute la championne du secteur, qui était absente de l'ensemble des îlots au temps de Payot et qui maintenant, elle est de partout. Donc, certes, c'est peut-être un peu moins anxiogène de dire que la myrtille arrive en force par rapport aux parois de haute montagne qui tombent par terre. Mais je pense que, à mes yeux, il faut retenir le message clé, c'est que ça évolue, ça change, la montagne se rééquilibre face à ce réchauffement. Puis, en fait, c'est nous qui mettons les filtres si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Bien sûr, il faut avoir des liens à notre sécurité, mais en tout cas, il y a des changements à ces niveaux. Et si on passe à la... Oh, pardon, j'ai oublié de dire, il y a aussi d'autres espèces arbustives comme les genévriers, le vex de l'érèse des marais également. Enfin bref, c'est pas seulement la myrtille, mais d'autres landes, espèces de landes sont arrivées en abondance suite au temps de Payot. Et puis une dynamique un peu plus subtile qu'on a décelée, c'est donc une émergence des communautés de combat-neige dans des zones anciennement de névé pérenne, avec par exemple le refuge du couvercle, le Solna, qui tapisse de nombreux combats-neige aujourd'hui et qui était absente du secteur lors des observations de Payot. Simon. Donc, il ne s'agit pas tout simplement d'une remontée, on va dire, régulière, simple des espèces en altitude, mais aussi des dynamiques un peu plus complexes. Par exemple, dans ce cas, la colonisation de ces milieux très spécifiques par une flore adaptée à des conditions extrêmement enneigées. Et si on passe à la suite, on a aussi confirmé ce résultat via la télédétection, via les images Landsat,
je me suis amusé à cliquer autour des névés présents dans une photo aérienne des années 80, estivale, et puis de regarder la tendance du verdissement à la fois en général sur les îlots et aussi dans les zones de ces névés. Et ce qui émerge, c'est qu'il y a un verdissement particulièrement fort dans ces zones de névé, ce qui suggère que c'est en effet des zones particulièrement dynamiques où la végétation gagne du terrain avec la fonte de ces neiges pérennes. Ok. Puis en timing, vous me direz, parce que je ne suis pas trop si on peut accélérer. Mais en tout cas, un autre signal intéressant et assez faible parce que c'est cette espèce de raisin des ours est arrivée sur un seul îlot, donc au Tacul, mais elle est indicatrice, alors que je sais que certaines n'aiment pas ce genre de terme, mais en tout cas, c'est une espèce qui aime bien les milieux chauds et secs pour son habitat. Et donc, elle est indicatrice du fait que des conditions, même au cœur du massif du Mont Blanc, peuvent correspondre à ses besoins, donc peuvent être assez chauds, assez secs. Et notamment, on se pose la question après cet été extrêmement caniculaire, marqué par les sécheresses, que plus que des systèmes limités par la durée d'enneigement et par les températures froides, où c'est plutôt une limite énergétique qui gère quelles espèces de plantes sont où, qui détermine, c'est un signal faible, mais ça suggère qu'on est en train d'aller vers d'autres limitations pour les plantes, et dans ce cas, plutôt la disponibilité hydrique. Donc voilà, en tout cas, moi, ça m'a marqué de voir cette espèce qu'on voit autour de Servoz, où je vis à 800 mètres sur des petites bosses, et de le croiser au pied du Mont Blanc, au cœur du massif, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, je cite un dernier résultat pour le site du Couvercle, où c'est Seb qui a pris cette photo-là, avec un bouleau pendant qui pousse de 1600 mètres, donc juste en dessous du refuge du Couvercle, et que Payot n'avait pas vu, bien sûr. Donc, encore une fois, il s'agit d'un signal faible parce que c'est un arbre complètement isolé, mais ça donne une idée de l'évolution future du massif, que en fait, on s'attend à ce que la forêt se développe, même dans ces secteurs considérés comme en étant un peu la zone de sanctuaire de la haute montagne, on peut dire ça comme ça. Donc, il y a des changements qui sont en cours, et grâce à cette étude, on voit quelques premiers indices des évolutions qui arrivent dans les années à venir. Voilà. Et puis se pose la question aussi, est-ce qu'il y a des espèces perdantes? Aujourd'hui, ce que je vous raconte, c'est plutôt un enrichissement, une augmentation de la diversité floristique sur ces sites. Et c'est aussi corroboré par d'autres études menées dans le cadre de Gloria ou sur des sommets, dans d'autres contextes de haute montagne. Donc, c'est vrai qu'il y a le côté pas très inquiétant, plus de diversité, ok. Mais on se pose la question jusqu'à quand et à quel moment il peut y avoir des effets de seuil où l'habitat devient tellement accueillant pour les espèces plus compétitrices on risque d'avoir une extinction locale des espèces plutôt inféodées au milieu alpin. Et donc ça, on n'est pas encore dans ces zones de haute montagne, mais ça renforce l'importance de faire du suivi et du monitoring à long terme pour essayer de comprendre ces effets de seuil où justement les espèces comme la potentie des régions froides qu'on a trouvé sur seulement un îlot alors qu'elle était présente sur 3 au temps de Payot, ces seuils où ces espèces emblématiques et justement adaptées au milieu de haute montagne peuvent disparaître et être remplacées par la compétition. Pour conclure, donc je reviens à cette idée introduite par Philippe en disant que l'objectif par ce programme écologie verticale qu'on décline dans le massif du Mont Blanc, c'est bien de remplir cette carte un petit peu vide du Liban dans ces zones de haute montagne. Et donc, je vous montre le fruit de
de quelques années de prospection dans le massif du Mont Blanc, où il s'agit principalement des observations que j'ai faites en faisant de l'alpinisme soit avec des clients, soit avec des amis, et puis aussi des points ajoutés par Nico Bartolucci, qui a participé à cette étude que je viens de vous présenter. Et donc, on voit qu'en fait, il reste encore des zones à explorer. Il y a aussi les données de Seb Ibanez, de Seb et Cédric qui sont pas affichées. Mais en tout cas, on commence à avoir une répartition, une idée de la diversité qui est là-haut. Et c'est tout à fait passionnant et c'est un travail à poursuivre pour justement combler ces manques de connaissances fondamentales, parce qu'en fin de compte, ces données n'existent pas à l'heure actuelle, et aussi pour avoir ce regard d'émerveillement lorsqu'on pratique l'alpinisme pour voir ces êtres vivants là-haut. Et je parlais du fait de combler les connaissances fondamentales. Donc les deux Seb et Cédric et Florent Boucher, ils ont décrit des nouvelles espèces d'Androsas très récemment. Donc, on se pose la question, c'est quelle est la distribution, la répartition de ces espèces dans le massif du Mont Blanc et ailleurs. Mais ici, on s'intéresse particulièrement à l'Androsas de Saussure, présente concentrée dans la région du Mont Blanc. Et ici, vous avez une courbe de densité d'occurrence en fonction de l'altitude. Par cette approche, on va dire écologie verticale, de contact aléatoire, on voit que l'espèce est le plus abondante vers 3300 mètres, puis ça décline, même si elle est présente au-delà des 4000 mètres. Et puis ça, c'est une approche plutôt par relevé phytosociologique faite par Seb et Seb Ibanez, et on retrouve le même pic d'abondance vers 3300 mètres. Donc voilà, c'est assez chouette de commencer à regarder ces zones vides dans la carte et essayer de mieux comprendre comment cette diversité se répartit, comment ça fonctionne là-haut. Et enfin, pour finir, en fait, au Créa Mont Blanc, on a cette approche de vie à l'essence participative pour impliquer les participants dans la démarche scientifique. Et en fait, le printemps qui arrive, 2023, mon collègue Colin Varette a travaillé depuis longtemps sur le lancement d'une plateforme de sciences participatives pour observer le vivant dans le massif du Mont Blanc. Et donc, l'écologie verticale va faire partie de tout un panel de protocoles accessibles aux participants, au public. Donc, l'idée, c'est pas juste de s'amuser nous-mêmes, mais aussi d'ouvrir ces protocoles, ces démarches aux professionnels de la montagne, guides accompagnateurs, et également aux touristes, aux randonneurs, pratiquants au sens large. Et tout ça se met en place en collaboration également avec le programme Refuge Sentinelle pour essayer de rester en harmonie avec ce qui se fait aussi du côté des écrins et par ailleurs. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à Seb. J'espère qu'il a assez de temps. Je vais parler vite. Je change de place. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous l'avez compris, quand en 2020, la France entière toussait encore, nous exténuions à monter au Grand Mulet sans remontée mécanique. Et c'était une approche scientifique qui relevait d'une espèce de science qu'on pourrait appeler une science d'urgence, c'est-à-dire documenter les changements brusques qui ont lieu dans des habitats sensibles. Et ce que je vais essayer de vous montrer ici dans le reste de l'exposé, c'est que les écosystèmes de haute montagne sont aussi des zones un peu frontières en termes de connaissances biologiques, c'est-à-dire des milieux dont l'étude, finalement, nous permet de revisiter des grandes questions de la biologie, puis aussi de poser de nouvelles questions. Alors, je commence par ça. Ce qui caractérise les connaissances en haute montagne, ça a déjà été dit, mais en fait, c'est leur absence. Il y a très très peu de connaissances en haute montagne. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée par mon collègue Julien Renaud dans un projet ANR, synthétisé 10 millions de données d'occurrences de plantes ou de relevés de végétation dans l'ensemble de l'arc alpin. Et vous voyez ici la distribution altitudinale de ces données. Donc, c'est les fréquences d'occurrence pour toutes ces espèces de la flore alpine. Vous voyez que moins de 0,01% des données sont au-dessus de 3000 mètres. Donc, en gros, on peut dire, là où commence la haute montagne, commence aussi une frontière simplement de quantité de connaissances. Alors, qui dit données rares dit données incohérentes.
Et donc ça, je l'illustre par ce que moi j'ai intitulé le feuilleton de l'Ambrosace du Mont Blanc, qui avait commencé avec la première observation, rassurez-vous, je ne vais pas tout lire, hein, de Saussure à la fin du XVIIIe au col du Géant, où il a dit avoir vu une ambrosace qu'il appelait l'ambrosace helvétique. Donc, donnée un peu curieuse, puisque ceux qui connaissent cette ambrosace savent qu'elle pousse essentiellement sur calcaire, enfin, très très majoritairement sur calcaire. Et s'ensuit ensuite, au cours du 19e et du 20e, un certain nombre de mentions d'ambrosace en altitude dans le massif du Mont Blanc, avec des noms différents, des noms variables, des noms inventés aussi. Et puis nous, on arrive au début des années 2000, et à partir de 2010, en particulier les récoltes que, vous l'avez compris, on a commencé à travailler à peu près à cette période-là, 2008 exactement, sur les plantes de haute montagne. Les récoltes de Sébastien Ibanez, qui faisait dans le Mont Blanc, ont commencé à nous poser de gros problèmes de détermination. Et aussi, on a eu des problèmes, des découvertes, notamment faites par Lugaro aussi dans les écrins, où on a commencé à se dire que finalement, les plantes qu'on n'arrivait plus trop à nommer, c'était peut-être plus un problème de nos compétences en botanique, mais peut-être bien que, globalement, il y avait une faille en termes de connaissances et de description. Et ensuite, Denis Jordan a signalé lui aussi dans son coin qu'il pensait qu'il y avait une nouvelle espèce dans le massif du Mont Blanc. Alors, l'étude en question est un peu incomplète. Alors nous, on l'a reprise puisque ça fait... merci. Ça fait déjà quasiment 15 ans qu'on travaille sur les ambrosaces. Donc, dans le cadre d'un autre projet, on a fait une analyse qu'on appelle une analyse de taxonomie intégrative, c'est-à-dire où on utilise des données de génomique, de séquençage du génome, des données de morphologie et des données de distribution géographique. Et finalement, c'est pas une seule espèce d'ambrosace que nous avons trouvée, mais c'est 3 nouvelles espèces. Donc, je vous les présente brièvement. On a l'ambrosace de Saussure dont Brad vient déjà de parler, qui est distribuée dans le massif du Mont Blanc, où elle est très très abondante. On la trouve aussi en Vanoise, on la trouve aussi dans le Valais, au Grand Combin, à la Dent Blanche, tu l'avais aussi, je crois, Brad. Et puis elle est aussi dans le Grand Paradis. Mais très très abondante dans le massif du Mont Blanc. On a l'ambrosace du Dauphiné, endémique des écrins, de Beldon et aussi des Grandes Rousses. Et l'ambrosace du Viso, ma préférée, qui est endémique du Mont Viso et des ophiolites du Mont Viso. Alors, chacune d'ailleurs, vous voyez, a une distribution géographique non chevauchante avec les autres, et en plus aussi en termes d'affinité géologique. C'est-à-dire qu'elles poussent toutes les 3 sur des substrats relativement différents. Ce qui, bien sûr, aussi fortuit avec la géographie, ça peut être aussi un sous-produit de comment se sont passés les événements de séparation d'espèces, mais n'empêche qu'elles sont bien présentes sur des roches mères différentes. Donc l'une, l'une donc sur les protogynes Mont Blanc, l'autre sur le granit et l'autre sur les ophiolites. Alors vous avez en haut ce qu'on appelle un arbre phylogénétique, ça vous permet de représenter les relations d'apparentement entre espèces. Ça sort des données de génomique. Vous voyez par exemple tout en haut, si Brad pourrait vous montrer, moi je peux pas, l'ambrosace du Viso, elle est proche de l'ambrosace alpine. Vous voyez, elles sont séparées par 2 petites branches seulement. L'ambrosace du Dauphiné et l'ambrosace Saussure sont des espèces sœurs, on pourrait dire, sont très très proches et elles sont rapprochées aussi de l'ambrosace pubescente. Alors d'ailleurs, au passage, pas du tout ce qu'on croyait, puisque la plupart des mentions de ces ambrosaces dans le massif du Mont Blanc, on l'a nommé en général, la dominance, c'était l'ambrosace alpine. Alors, vous voyez qu'on n'a pas du tout l'ambrosace Saussure, c'est pas du tout l'ambrosace alpine, génétiquement parlant. Alors, ce qu'on fait avec ces données génomiques, c'est qu'on essaye de reconstruire le temps, le passé, et vous voyez que leurs temps de divergence sont très très récents. Donc là, les 2 ambrosaces du Dauphiné et de Saussure ont divergé vraiment tout à la fin de l'ère glaciaire, et l'ambrosace du Viso aussi pendant la fin de la période glaciaire. Donc, vas-y. La présence donc de ces espèces dans différentes zones des Alpes, sur différentes roches et qui ne sont à jamais mélangées, nous laisse supposer qu'elles étaient là en fait pendant les glaciations. Alors ça ravive un vieux débat, une vieille question en biogéographie, c'est où se trouvait la flore alpine, la biodiversité alpine, on peut dire en général, dans les Alpes pendant les grandes glaciations. Puisque vous savez que les Alpes étaient grosso modo très englacées. Les vallées glaciaires étaient recouvertes de glaciers qui faisaient plusieurs kilomètres d'épaisseur. Et donc, le paradigme pendant très longtemps a été que la biodiversité alpine était réfugiée soit pendant les périodes interglaciaires, les périodes glaciaires, les périodes les plus froides, soit dans des zones périphériques des Alpes, qui n'étaient pas englacées, ou alors dans des refuges méridionaux. Et une hypothèse alternative qui a été proposée par une botaniste suisse au XIXe siècle, c'est que
étant donné qu'on sait bien, on imagine bien, et ça a été démontré aussi, que certains sommets n'étaient pas englacés, ben, pourquoi pas certaines espèces auraient passé l'ère glaciaire, en fait, sur ces sommets émergents des glaciers, que l'on appelle des nunataks. Alors, cette question-là, elle est au... Bon, un peu de temps. Cette question-là, on est en train d'y travailler plus précisément dans le cadre d'un projet au ZUG, en collaboration, donc mon labo, le LECA, ISTER et aussi le Parc national des Écrins, où nous avons donc 6 espèces modèles sur lesquelles nous réalisons, nous voulons, on est encore en phase d'échantillonnage et développement, réaliser de la génomique des populations pour tester où se trouvaient ces espèces en fait pendant l'ère glaciaire, et on a volontairement choisi que des espèces qui sont spécialistes des parents d'altitude, parce que ce sont les meilleures candidates à ce genre de scénario-là, bien sûr. Et on collabore, et c'est un peu ça la nouveauté, avec les géologues d'ISTER pour que eux nous aident en fait en utilisant la technique, dont je vais dire un mot, à reconstruire avec précision en fait les paysages, enfin la paléogéomorphologie de la période quaternaire. Alors, on travaille avec eux, ils réalisent ce qu'on appelle des analyses de géochronologie, c'est-à-dire qu'on essaye de dater en fait les temps d'exposition des cailloux au Soleil, avec l'approche suivante, qui est, considérant qu'on avait un glacier qui recouvrait les vallées, on s'attend à avoir des signaux en termes de géochronologie qui vont indiquer des roches donc d'exposition au Soleil plus récentes, d'accord, dans les vallées, que au sommet. Et ainsi, par ces techniques-là, on arrive à reconstruire le paysage paléoglaciaire. Et ça nous permet d'utiliser ces données-là dans les modèles de simulation qu'on va utiliser dans cette partie-là sur la génomique. Alors les espèces, je les présente un peu parce que je les aime bien. L'Ambrosas argenté, Erythricium nanum, qui est une espèce pour laquelle on a déjà de très fortes suspicions qu'elle a bien passé l'ère glaciaire dans la nunatak. La Silenacole, enfin Silena excapa, le saxifrage à feuilles opposées, saxifrage fausse mousse, et le Saxifraga moscata. Alors, une autre question qui est posée par cette biodiversité haute montagne, c'est les limites de l'habitabilité sur la planète. Ça, le terme habitabilité, c'est un terme d'ailleurs qui est central dans les textes de l'OSUG. C'est quelque chose qui est abondamment abordé par Cédric dans sa thèse, et d'ailleurs c'est de toi dont je tiens cette référence. Et là, vous voyez une représentation des surfaces en fait sur Terre, et vous voyez qu'en fait les montagnes en fait représentent une surface extrêmement faible à l'échelle de la planète, les hautes montagnes en particulier. Et ça, c'est une représentation de la biomasse, de la distribution de biomasse pour des organismes sans noyau, bactéries, prokaryotes, et puis des organismes avec noyau, dont l'immense majorité en masse d'ailleurs sont des plantes, 90% de la biomasse eucaryote c'est des plantes. Et vous voyez qu'on diminue très vite. Et d'ailleurs, dans cette synthèse-là, ils ont l'air même de suggérer qu'on n'a aucune vie en haute montagne. Donc voilà, bien sûr, ça reflète les connaissances, je pense, de la haute montagne. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Je peux passer à la prochaine, c'est la surprise aussi pour moi. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, bon, vous l'avez vu, beaucoup de ces plantes forment une forme de vie qui est... Oui, quoi. Tu finis en 5? En 5, oui. Non. Vous avez du temps. Alors, on a des plantes en poussin, donc cette forme de vie elle est très très adaptée à la haute montagne. Et puis ce que montre cette synthèse ici, c'est les températures auxquelles sont capables de résister leurs feuilles. Et donc je montre juste un résultat. Une feuille de Silenacole résiste à une température de moins 196 degrés quand ses tissus sont récoltés en hiver. C'est-à-dire que la moitié de ces cellules seulement meurent à moins 196 degrés. Ça en dit long sur sa résistance. Vas-y, la suivante. Alors, on a aussi des interactions biotiques un peu d'un nouveau genre. On s'est rendu compte d'abord dans les écrins, ensuite avec celle dans le massif Mont Blanc, qu'on avait des gros acariens qui visitaient les fleurs d'Ambrosas. Visiblement deux espèces différentes, dans deux massifs différents aussi. Donc deux espèces d'Ambrosas différentes et deux espèces d'acariens différentes. C'est les gros acariens qui font 2 mm. Donc ça, c'est une interaction potentiellement plante-pollinisateur et potentiellement nouvelle, non décrite, encore non décrite. On savait que les acariens pouvaient disperser visiblement des spores de mousse, mais jamais du pollen des plantes à fleurs. Ça pourrait ressembler à ce que certains disent être une forme un peu ancestrale de la pollinisation. Suivante. Et alors donc ces plantes sont en fait à l'origine de tout un réseau écologique. Elles sont à la base de tout un réseau écologique. On a ici, là j'ai synthétisé un peu toutes nos observations, faites aussi avec Stéphane Beck qui a fait
détermination avec une stagiaire. Donc là, c'est un peu tout ce qu'on a. Donc on a des bactéries, on sait que des champignons, on sait que la génétique de ces plantes influe. Ça, on a démontré, on a déjà des travaux qu'on a publiés là-dessus sur la composition en champignons de ces sols. Mais on a aussi, en fait, des trichoptères, des théroptères, lépidoptères, diptères, et aussi des super prédateurs, des opilions et des carabes. Donc on a un peu tout ça en haute montagne, et ces plantes-là, en fait, font ce qu'on appelle un effet ingénieur. Elles facilitent la présence d'autres espèces. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, pour les pollinisateurs, Sébastien Ibanez avait, dans le cadre de Refuge Sentinelle, initié une collaboration avec un refuge pour avoir des étudiants en résidence qui permettaient de mesurer, il pourra vous en dire plus, et déterminer, en fait, décrire en fait le réseau plantes pollinisateurs à haute altitude. Voilà, c'est un truc que tu as démarré, si tu veux en dire un mot, Seb, après. Et vas-y, je crois que c'est le dernier diapo. Et là, je vais vous mentionner donc un autre projet qui est en cours de démarrage et qui est géré par Sébastien Ibanez et Glenn Yannick, mes deux collègues du BK Chambéry, et en collaboration avec Editem, avec Jérôme Poulonard. Donc, s'il y en a 20 minutes, tu pourras nous parler. Donc, le principe, c'est en gros d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de comment ces espèces structurent les espèces végétales, hein, bien sûr, vous l'avez compris, moi je vois tout du point de vue de la plante, structurent en fait l'écosystème avec tout un tas de mesures donc de traits fonctionnels des plantes, sur le micro-environnement, c'est-à-dire l'environnement du sol qui est sous ces plantes en coussin, et de l'utilisation de ce qu'on appelle l'ADN environnemental. On va séquencer l'ADN contenu dans ces plantes pour déterminer en fait indirectement tout le réseau écologique et la diversité animale, pas seulement, qui est associée à ces plantes en coussin. L'idée, c'est de démêler, par exemple, une question qui est simple, c'est est-ce que c'est la plante qui a le plus d'effet sur la biodiversité associée, ou est-ce que c'est, par exemple, l'environnement abiotique du massif dans lequel elle se trouve? Genre de questions auxquelles on essaye de répondre. Et là, je termine. Donc, ma vision de la haute montagne, c'est que c'est en fait un écosystème un peu critique qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Alors, critique de plusieurs points de vue, au même titre que je trouve les sources hydrothermales au niveau des dorsales océaniques, qui, vous savez, ont été découvertes seulement dans les années 70. Donc, en ce sens-là, l'écosystème qui, quelque part, nous amène de nouvelles réflexions, qui propose de nouveaux modèles explicatifs en biologie. Et aussi, au même titre que les forêts tropicales, c'est-à-dire des zones d'une diversité immense, largement inconnue, et cette diversité inconnue étant aussi menacée par des changements environnementaux brusques. Voilà. Donc pour moi, c'est un écosystème critique qui est un peu hybride entre ces deux-là, ici en bas. Voilà. Terminé.